qui permet donc aux médecins que nous sommes d'acquérir des compétences dans ce domaine afin de pouvoir bien prendre en charge les enfants, surtout les nouveau-nés, mais aussi les grands enfants. Alors, docteur Mia Picard, vous êtes là, vous évoluez au niveau de l'hôpital de Loandjili, vous êtes chirurgien pédiatrique, vous venez de vous présenter en tant que tel, mais vous dites que vous êtes allé faire une formation au Maroc, donc une spécialité là-dessus. Est-ce que les chirurgiens, des spécialistes dans ce domaine, comme vous êtes nombreux ici au pays? Oui, il y a environ 5 spécialistes dans mon domaine qui existent à Brazzaville, mais à Pointe-Noire, je suis le premier actuellement. Alors, vous êtes le premier actuellement et vous êtes rentré il y a 5 ans, il y a un mois. Il y a un mois. Alors, vous venez, vous êtes avec nous, vous parlez de ce que vous êtes allé faire, votre formation, votre spécialité. Qu'est-ce que la population peut attendre de vous, de votre spécialité? Quels sont les cas qui sont assujettis à votre formation? D'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure que j'ai la chance de pratiquer une spécialité qui s'occupe d'une vaste partie de la médecine, notamment de la chirurgie. C'est-à-dire que dans une seule spécialité, il y a environ 3 ou 4 spécialités. C'est-à-dire que je fais non seulement de l'urologie, mais aussi de la chirurgie thoracique, la viscérale et la chirurgie traumato-orthopédique. Donc, ce que la population peut attendre de moi, c'est que dorénavant, les enfants qui ne pouvaient pas être pris en charge au Congo, qui devaient faire l'objet des évacuations sanitaires, notamment les nouveau-nés qui sont souvent difficiles à opérer, et que certains ont peur de toucher d'ailleurs, ils doivent savoir que dorénavant, ces enfants-là peuvent se faire opérer au Congo. Okay. Il y a aussi des enfants qui naissent avec des malformations. Ça peut être au niveau des pieds. On les appelle des pieds beaux, ça existe. C'est des enfants qui naissent avec des pieds qui sont très déformés. Ces enfants-là peuvent se faire opérer au Congo. Mais en dehors de ces enfants, il y a également des enfants qui sont plus âgés, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir 13 ans, 14 ans, mais qui grandissent avec des malformations au niveau des jambes, qui ont ce qu'on appelle des jambes arquées. Voilà. Et ces enfants-là, les parents doivent se dire que ces enfants-là peuvent se faire opérer au Congo. C'est pas de la sorcellerie, c'est une maladie qui se fait et qui peut être prise en charge. Et ça, c'est aussi le travail du chirurgien pédiatre que je suis. Alors, beaucoup de cas, souvent que nous remarquons ici et chez nous, on peut voir l'enfant naître avec les jambes soit arquées ou bien déformées, mais la plupart du temps, c'est les parents se remettent à des traitements traditionnels. Mais aujourd'hui, vous venez les rassurer qu'on peut opérer. Est-ce que il est déjà arrivé que vous soyez face à ces cas-là? C'est vrai que vous êtes arrivé récemment, mais est-ce qu'il est déjà arrivé que vous soyez face à ces cas-là? Lors de ma formation, plusieurs fois, mais depuis que je suis au Congo, oui, il y en a eu, j'ai déjà reçu quelques cas à l'hôpital de Loandjili, là où j'exerce. J'ai reçu quelques cas, mais là, ce qu'il faut dire, c'est que quand ces enfants-là sont prêts, donc lorsque les parents constatent ces genres d'anomalies, c'est toujours mieux de consulter le médecin que je suis, le chirurgien que je suis, le plus tôt possible. Parce que plus ils consultent tôt, mieux c'est pour l'enfant. Parce qu'on a la possibilité de les traiter sans passer par la chirurgie, notamment par certains traitements qui consistent juste à faire des plâtres, par exemple, ou encore de la rééducation. Mais oui, la plupart du temps, c'est surtout ça. Effectivement, souvent ils viennent faire consulter. La rééducation, on met des plâtres et après, le résultat n'est pas toujours celui-là. Mais c'est quoi la différence, en fait, quand on peut faire des plâtres ou une rééducation et que vous pouvez proposer, quand c'est une nécessité, que le patient soit opéré? C'est pour atteindre quel résultat, en fait, qui ne peut pas être atteint avec les plâtres ou la rééducation? Alors, le problème, comme je vous ai dit, le type de traitement dans ce genre d'anomalies ou des malformations dépendent d'abord de l'âge de l'enfant, de la sévérité de la malformation. Si l'anomalie, donc ce que j'ai dit, la déformation que l'enfant présente est assez sévère, même en faisant des traitements comme des plâtres ou encore la rééducation, ce qu'on appelle par la kinésithérapie, et bien parfois ça ne donne pas des résultats qui sont totalement satisfaisants. Et à ce moment-là, si l'enfant dépasse les délais qui sont requis pour les plâtres ou encore la rééducation, on est parfois amené à faire de la chirurgie. Alors, docteur, les enfants qui sont chez nous, c'est vrai, il y a plusieurs cas, on a commencé par cela, mais vous avez cité plusieurs domaines dans le cadre de la chirurgie pédiatrique. Vous avez parlé des opérations thoraciques. La chirurgie thoracique. La chirurgie thoracique, merci. Alors, avec la chirurgie thoracique, qu'est-ce qui peut obliger à ce qu'il y ait une intervention chirurgicale au niveau du thorax pour les cas des enfants?
C'est surtout sur quel type de cas de maladie qui peut nécessiter une opération chirurgicale du thorax. Effectivement, au niveau du thorax, il y a souvent beaucoup d'anomalies qui passent parfois inaperçues chez l'enfant. Mais le problème, c'est que souvent, ces maladies du thorax sont des maladies qui peuvent être très sévères, qui peuvent causer la mort de l'enfant dans les plus brefs délais. Il y a souvent des enfants qui naissent, parfois l'enfant présente une mauvaise respiration. C'est-à-dire que l'enfant a du mal pour respirer et les parents remarquent à la maison l'enfant respire très mal. Bon, ces enfants-là, quand ils respirent mal, ça peut être une infection juste au niveau des poumons, mais ça c'est le quotidien que les pédiatres traitent couramment. Mais parfois c'est un problème plus sévère. C'est-à-dire que les pédiatres parfois traitent comme des infections des poumons, mais l'enfant fait la même chose tout le temps. Et à ce moment-là, les parents, dans leur tête, doivent se dire que peut-être que l'enfant a un problème pire que ça. Ils doivent penser à consulter le chirurgien pédiatre que je suis. Qui dit chirurgie pédiatrique, ce n'est pas toujours l'opération. Il y a aussi d'autres maladies qu'on peut traiter sans passer par l'opération. Voilà. L'intérêt, c'est quoi? C'est que nous puissions voir ces enfants-là afin de chercher à déceler s'il y a d'autres anomalies qui sont là, qui peuvent être décelées précocement pour qu'on voie si ces anomalies-là peuvent nécessiter une chirurgie, c'est-à-dire ouvrir la poitrine, ça s'appelle par la région thoracique. Retrouver si un poumon, parfois, il y a des poumons qui sont mal formés, c'est-à-dire qu'une partie du poumon n'est pas bien formée, ce qui fait qu'il ne reçoit pas assez d'air. Donc ça peut aussi également expliquer que les enfants peuvent avoir des problèmes de respiration. Alors, ces anomalies existent, mais aussi d'autres malades, c'est parfois, tels que les grands enfants, qui peuvent être victimes d'une agression, c'est-à-dire qu'il a été agressé par des amis, on lui a mis un couteau au niveau de la poitrine, avec une grosse plaie qui touche les poumons, qui peuvent nécessiter que l'enfant soit opéré en urgence, sinon il risque de mourir. Alors, le cas des accidents par exemple, est-ce qu'un accident où l'enfant a eu un choc au niveau de la poitrine, ce qu'on n'a toujours pas l'habitude de voir, on peut passer des médicaments, mais quand on constate par exemple qu'il y a la respiration qui n'est pas normale, ou bien l'enfant fait des fièvres, est-ce que ça peut arriver à nécessiter une opération au niveau du thorax? Oui, bien sûr. Plusieurs fois, ça arrive. C'est pour ça que des raisons que la spécialité existe d'ailleurs. Chez les adultes, on les appelle des chirurgiens thoraciques parce qu'ils font que ça. Et chez nous, nous avons la chance, chez nous qui faisons de la chirurgie pédiatrique, d'avoir une spécialité qui regroupe plusieurs sous-spécialités en même temps. C'est la raison pour laquelle nous avons la possibilité de faire aussi bien la chirurgie au niveau du thorax, donc la poitrine, aussi bien au niveau de l'abdomen, dans ce qu'on appelle la chirurgie viscérale, et aussi bien au niveau des membres, donc ce qu'on appelle la chirurgie traumato-orthopédique. Alors, docteur, ces différents cas des enfants, aujourd'hui on voit, quand nous sommes en train de parler par exemple au niveau du thorax, certaines malformations, pour ne pas dire certaines maladies qui compliquent, aujourd'hui pour le cas de maladies respiratoires. Est-ce que les plus fréquentes chez nous, par exemple pour les asthmatiques, ou bien tout ce qui peut attrait à l'asthme, ou encore, est-ce que une maladie comme ça peut compliquer jusqu'au point de susciter une opération? Et c'est à quel moment? Effectivement, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des maladies en fait, qui sont parfois mal diagnostiquées. C'est-à-dire que depuis le début, l'enfant présente des problèmes respiratoires, mais bon, le médecin qui le voit pour la première fois se dit que probablement c'est de l'asthme par exemple. Bon, l'asthme c'est ce qu'il y a de plus banal. Je ne vais pas dire banal, mais c'est ce qui est facilement c'est connu et ça peut se traiter. Voilà. Mais parfois l'enfant a un problème en dehors de l'asthme qu'on peut se dire. Oui, non? Donc, si on se rend compte par exemple cet enfant présente toujours des infections respiratoires à répétition, malgré les traitements qui sont donnés par les médecins et ces infections persistent, il est parfois important de penser à reconstituer un expert dans ce domaine qui peut peut-être rechercher une autre anomalie, dire peut-être qu'il y a une partie du poumon qui n'est pas assez fonctionnelle, qui explique que l'enfant a du mal toujours pour bien respirer, et voilà pourquoi peut-être que ça peut nécessiter une chirurgie. Alors, aujourd'hui vous êtes là, vous êtes au niveau de l'hôpital de Louadjili, comme vous le dites, et que vous êtes spécialiste dans le cadre de la chirurgie pédiatrique. Il y a des parents qui vous suivent, il y a des téléspectateurs qui sont là, sans doute qui peuvent constater quelque chose avec les enfants et autres, ou encore quelque chose qui nécessite une opération, mais on a du mal à prendre la décision parce que ce n'est pas toujours facile ici chez nous, ça nous le savons. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent au niveau de l'hôpital de Louadjili qui peut accrocher ce patient, qui peut accrocher un parent pour se dire non, je peux prendre le risque, je peux aller emmener mon enfant en consultation, et si ça nécessite une opération chirurgicale, je n'ai pas peur parce qu'il y a quoi qui peut garantir? Bon, la garantie que nous apportons auprès de la population, c'est tout d'abord que l'hôpital de Louadjili est un hôpital public, donc le volet social occupe une place très importante dans la prise en charge des malades. Okay? Et donc, c'est un hôpital qui est ouvert à tout le monde, donc à toute la population congolaise, peu importe la classe sociale de la population.
Et le deuxième avantage, c'est que l'hôpital de Luandili présente un plateau technique aussi bien sur le plan ressources humaines et matérielles. Ressources humaines, c'est notamment moi, le spécialiste que je suis, okay, qui peut bien se prendre en charge ces gens de malades, chose qui n'existait pas auparavant à Pointe-Noire. On était obligé soit d'évacuer les enfants à Brazzaville ou encore les évacuer à l'étranger, chose qu'on peut faire maintenant ici à Pointe-Noire. Ici sur place. Voilà, sur place. Alors, les cas, c'est vrai, vous avez déjà reçu quelques patients, peut-être que vous le dites. Alors, c'est quoi ce qui revient souvent au niveau des patients qui viennent dans votre service, solliciter vos services à vous? C'est quel type de maladie, quel type de symptômes qu'ils présentent souvent qui nécessitent que ça passe par vos services? Oui, bon, les symptômes qui sont les plus couramment rencontrés chez les enfants, c'est plus ce qu'on appelle les hernies inguinales, parce que ça c'est fréquent. Il y a ça, et en plus les testicules qui ne sont jamais en place, on n'appelle pas les cryptorchidées. Ce sont des anomalies des testicules. Les enfants qui naissent avec un testicule qui est absent, ou un testicule qui monte, parfois il est dans les bourses, on appelle ça, encore dans les bourses, et parfois il n'est pas sur place. Il y a ça, il y a aussi ce qu'on appelle des hernies inguinales, qui est d'ailleurs une pathologie assez fréquente chez les enfants, okay, et qui nécessite souvent une prise en charge assez précoce pour éviter que ça peut donner des complications. Alors, en ce moment-là, oui, surtout ce cas-là, vous parlez de cette forme de hernie. Alors, la plupart du temps, les enfants, les garçons présentent, comme vous le dites, souvent ces signes-là. Mais avec les parents, nombreux sont de ceux qui disent non, mais voilà, on l'emmène chez un tradit praticien. Ou encore voir un infirmier dans le quartier. Voilà, qui essaie de faire quelque chose. Mais quels sont les risques en ce moment-là par rapport à la science elle-même? Okay, en fait, déjà, ce que le parent doit savoir, c'est que la hernie, c'est quoi? C'est lorsque, notamment la hernie inguinale, je précise. C'est quoi? C'est lorsque, au niveau, donc entre les deux cuisses de l'enfant, on remarque qu'il y a une boule qui sort de temps en temps. Et cette boule-là, parfois, peut ou ne pas s'accompagner des douleurs chez l'enfant, au début, bien sûr. Et non pas que au niveau entre les deux cuisses, mais aussi au niveau des testicules de l'enfant, parfois ça s'enfle également. Okay. Et donc, au début, parfois, l'enfant n'a pas de douleurs, mais un jour, l'enfant peut commencer à avoir des douleurs, commence à beaucoup pleurer, et encore se mettre à beaucoup vomir. Alors, ces maladies-là, lorsque les parents ils le constatent, une telle anomalie, mais c'est toujours important de venir. Pour un début, ils peuvent aller voir un pédiatre qui lui aussi saura poser le diagnostic. Et maintenant, la pose en charge, c'est nous. Mais eux, c'est plus pour le diagnostic. Ils peuvent consulter un pédiatre, une personne qui se connaît bien sûr, ou encore venir directement à l'hôpital de Luandili, mais consultez moi. Comme ça, l'intérêt, c'est qu'on les prenne en charge à tôt. Parce que si on ne le fait pas, c'est que à l'avenir, cet enfant, peut-être pas à l'avenir, mais dans un bref délai, parce que ça ne précise pas en fait. Ça peut être dans 2 semaines, dans 1 semaine, dans 1 mois. Ça peut s'aggraver sur une hernie étranglée. C'est-à-dire que les intestins vont rentrer, c'est un trou qui est là-bas, les intestins vont rentrer dans ce trou, et les intestins vont se bloquer là-dedans, et l'enfant va se mettre à vomir, il peut mourir à cause de ça. Est-ce que l'opération, elle est compliquée à faire, elle est compliquée, elle prend du temps parce qu'il y a aussi ça. Enfin, effectivement, c'est normal. Bon, en fait, la vraie peur des parents, souvent, parce que moi j'en ai déjà rencontré, c'est de se dire que quand on a un enfant qui est plus petit, par exemple les nourrissants, 1 mois ou 20 jours, est-ce qu'il peut bénéficier de l'anesthésie générale? Parce que souvent ils ont peur de... Quand ils entendent parler de l'anesthésie générale, ils se disent qu'on va engendrer la mort à mon enfant, est-ce qu'il va se réveiller? Mais non, c'est pas ce que ça veut dire. L'anesthésie générale, ça veut juste dire qu'on donne des médicaments qui vont faire en sorte que l'enfant soit dans un sommeil, on appelle ça un sommeil induit, et qu'il ne ressente pas la douleur pendant le geste chirurgical. Maintenant, peu importe l'âge de l'enfant, même un nouveau-né, il a le droit à une opération, comme tout le monde. Parce que même un nouveau-né, c'est une personne humaine. Ce n'est pas facile, surtout, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez. Je sais que, surtout les mamans, quand elles voient un bébé, et puis quand on dit, voilà, les symptômes présentés par l'enfant après consultation, on dit, ça va nécessiter une opération. Ce n'est pas facile que chez nous. Effectivement, pour tout vous dire, il y a même des collègues médecins qui se disent que si un enfant, par exemple, présente une hernie, si l'enfant a moins de 2 ans, il ne peut pas se faire opérer. Mais c'est faux, parce que la hernie, on ne peut pas attendre. Même si c'est un nouveau-né, s'il en a, mais il faudrait qu'ils soient envoyés chez le chirurgien pédiatre que je suis pour qu'ils soient pris en charge à temps, parce qu'à tout moment, ça peut s'aggraver. Et ça s'aggrave, mais ça ne pardonne pas, l'enfant va mourir. Donc, dorénavant, ce que les parents doivent savoir, ou la population congolaise en général, est que s'ils ont un enfant, peu importe son âge, je dis bien enfant, donc de la naissance jusqu'à l'âge de 15 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, qui présente un problème, qui pense qu'il peut être délétère ou encore fatal pour longtemps. Pour le cas d'espèce, on parle de hernie, qui viennent à l'hôpital, qui n'hésitent pas. S'ils ont en face d'un médecin qui leur fait comprendre que c'est un nouveau-né, on ne peut pas l'opérer, mais ils doivent savoir que c'est un mensonge. S'ils ont un problème, qui viennent à l'hôpital de Luandili, ils peuvent me contacter à tout moment.
et je suis assez habilité à leur dire ce qu'il faut, ce qui doit être fait pour l'enfant. Voilà, chers parents, je pense que sur ce point, vous êtes rassurés et la peur, hein, nous sommes des parents, la peur, c'est n'est que normal que cette peur nous habite, dans le sens où quand on voit un bébé, qu'on dise qu'on va ouvrir le ventre de mon bébé ou bien qu'on va ouvrir une partie de mon bébé, ce n'est pas toujours facile de l'accepter. Mais la meilleure des solutions, c'est quand on arrive que l'enfant soit consulté par un spécialiste et que ce dernier donne le diagnostic si ça nécessite d'être opéré et pourquoi pas lui faire confiance. C'est vrai, vous avez entendu le docteur Miapika le dire, qu'avant, ici à Pointe-Noire, on avait du mal parce qu'il fallait évacuer soit sur Brazza ou encore à l'étranger. Mais maintenant, ça peut se faire sur place. Alors, docteur, il y a des enfants, parfois quand on essaie de voir à l'hôpital, hein, parfois on voit, c'est une inflammation, soit de l'œil. Il y a, comme qui dit, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça, mais pour certains, on peut, nous les novices, hein, on peut dire non, c'est comme un cancer qui se développe dans l'œil. On a comme l'impression que l'œil veut sortir de l'orbite. L'œil veut sortir de l'orbite. Et quand on est comme ça, c'est un enfant, parfois on est face à un enfant. Alors, ces genres de cas pour les parents, parce que nous savons que beaucoup sont des parents qui vivent ces problèmes. Rien qu'à voir le cas, ils se disent on ne peut pas toucher. Ou bien si on essaie d'opérer la tête ou l'œil, peut-être que plus rien ne marchera. Alors, quelles sont les assurances et comment est-ce que vous pouvez leur expliquer par rapport à quelques symptômes hein, que moi j'essaie de donner, parce que je suis, comme qui dit, hein, la voix des sans-voix, j'essaie de parler à leur place. D'accord. Bon, j'ai dit tout à l'heure, comme vous avez peut-être remarqué, j'ai essayé d'énumérer les différents domaines dans lesquels j'interviens. Voilà. Concernant ma spécialité, mais en réalité, je ne fais pas toute la chirurgie chez l'enfant. Quand je vais dire, je veux dire que je ne fais pas, par exemple, la neurochirurgie, je ne touche pas la tête. Le cerveau, ça c'est le neurochirurgien qui le prend. Voilà. L'ophtalmologie, c'est le docteur Ngoulou, que vous connaissez bien, qui a grandi avec moi, c'est lui qui s'en occupe. Mais au-delà de ça, en fait, les domaines que moi je ne touche pas dans ma spécialité, c'est la neurochirurgie, l'ophtalmologie et peut-être l'ORL. Mais le reste, c'est moi. Voilà, les reins, c'est moi, la vessie, c'est moi, l'abdomen, donc les intestins de l'abdomen, c'est toujours moi, les problèmes du foie, c'est moi, les membres, c'est moi, ainsi que le thorax, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, docteur, parlons de problèmes de foie pour un enfant. C'est vrai que souvent, quand on a des problèmes de foie, c'est quand on grandit et quand on n'a pas été sévère avec soi-même, notamment sur un certain nombre de consommations et autres. Mais qu'est-ce qui peut causer? Est-ce qu'un nouveau-né, un bébé de peut-être 1 mois, 2 mois, ou voire 6 mois, peut facilement avoir des problèmes de foie. Et ça peut être dû à quoi? Et comment est-ce que cela peut être constaté? En tout cas, vous avez bien fait de soulever cette question. Alors, les nouveaux-nés présentent souvent un problème de foie. Et c'est fréquent d'ailleurs. Mais le problème, c'est que souvent, ça passe inaperçu. Je vous explique. C'est qu'il arrive chez nous, on dit dans toute chose, c'est avoir de la connaissance. Quand vous n'êtes pas informé, vous ne saurez pas. Pensez à la maladie et vous passerez forcément à côté. Et les enfants, les nouveaux-nés, pour penser qu'ils ont un problème de foie, c'est souvent les nouveaux-nés qui naissent avec des yeux qui sont jaunes. Et ça arrive souvent que les parents viennent, quand un enfant a des yeux qui sont jaunes, d'emblée se disent ah, fièvre jaune ou encore, souvent ils peuvent se dire que bon, je parle qui tuba, ils disent souvent que moi, n'amène ma masse n'a qui vous. Voilà. Mais c'est pas toujours ça en fait. Et après c'est carrément. Voilà, ils passent et à côté parfois d'une maladie qui peut être sévère. Ce que moi je peux leur dire, c'est que dorénavant, si vous avez un enfant qui a des yeux jaunes, surtout si c'est un nouveau-né, d'emblée ils doivent consulter. Pour quelle raison? C'est qu'un nouveau-né qui a des yeux jaunes, ça peut être une infection. Ça encore, c'est facilement traité par les pédiatres et tout ça. Mais ça peut être un autre problème, ce qu'on appelle par les malformations au niveau du foie. Son foie, lorsque l'enfant était dans le ventre de sa maman, le foie n'a pas été bien formé. On appelle ça des atrésies, des voies biliaires. L'enfant n'a pas été bien formé, et le foie plutôt n'a pas été bien formé, ce qui fait que dès que l'enfant va naître, le foie ne pourront pas jouer son rôle, et ça va se traduire par les yeux qui vont être jaunes. Après, par la suite, il y aura des selles qui vont changer de couleur, qui vont devenir blancs, voilà, et les urines vont devenir très rouges, non, plutôt très jaunes. Donc, les mamans qui remarquent qu'ils ont des enfants nouveau-nés ou encore un enfant d'1 mois ou 2 mois avec des yeux qui sont jaunes, mais ils doivent toujours consulter le plus tôt possible à l'hôpital. Alors, chers parents, je pense que vous avez compris les différents symptômes pour lesquels vous devrez normalement aller à l'hôpital faire pour une consultation quand vous constatez cela au niveau de vos enfants. N'ayant plus peur, parce qu'aujourd'hui même, au niveau de Pointe-Noire, cela peut se faire. Alors, docteur, bonjour. Bonjour à vous, bonjour docteur. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça peut me coûter. Ah bon, ça, je suis d'accord. Qu'est-ce que ça peut me coûter pour traiter mon enfant qui souffre
bec de lièvre. Est-ce que vous pouvez, bon, je crois qu'il a voulu dire opérer, opérer ça. Oui. Est-ce que vous pouvez, voilà. Donc c'est sûrement ce qu'il voudrait dire. D'accord. Effectivement, les becs de lièvre, la chirurgie des becs de lièvre. Là encore, on n'était pas encore arrivé là. On n'était même pas arrivé là-bas. Il a soulevé la question. Donc, c'est comme je vous ai dit, monsieur Tech, j'ai la chance de faire beaucoup de domaines dans ma spécialité. Donc, ce qui fait qu'il y a d'autres questions, c'est difficile parfois de les évoquer. Tant que... Mais ce qu'elle a soulevé, la question, elle est pertinente parce qu'effectivement, je l'ai fait. Dans mon domaine, j'ai fait également la chirurgie on appelle ça des becs de lièvre, et c'est fréquent. Et il y a d'autres médecins également qui le font chez moi, technique doctoratoire, mais sinon, ça fait partie de mes domaines. Donc, s'ils ont un enfant qui en a, ils ne doivent pas hésiter pour consulter, comme ça, on pourra les prendre en charge. Voilà. Et moi, je pourrais peut-être retirer pour ce parent-là, si je comprends un peu bien la quintessence de sa question. Le coût. Le coût. Bon, en fait, ça, c'est peut-être. Ouais, ça, c'est des questions purement administratives. Mais qu'est-ce qu'il se doit de faire d'entrée de jeu parce que là, vous dites, il peut se faire constater. Est-ce qu'il vient directement à l'hôpital de Luandili là-bas? Oui, bien sûr. Voilà. Il vient aux urgences, à l'accueil de l'hôpital de Luandili, dire que voilà, je vais consulter les chirurgiens pédiatres. Et la maman elle soit orientée, il n'y a pas de souci pour ça. D'accord, je pense que voilà, chers téléspectateurs, vous avez compris, c'est par rapport à cette question, mais profitons-en de continuer aussi, c'est vrai, vous avez donné quelques explications sur le problème de bec de lièvre, mais une idée sur ce qui peut causer cela, et c'est forcément quand on est avec, ou bien ça peut surprendre un enfant à un certain âge. Non. Les becs de lièvre font partie de ce qu'on appelle par des malformations. Ce sont des pathologies malformatives, donc c'est congénital toujours. Donc c'est en général les enfants qui naissent avec. D'accord. Voilà, vous avez l'assurance pour vous qui avez ces enfants, ne les laissons plus comme ça parce qu'on peut faire quelque chose pour ces enfants-là. Eh bien, il y a des chirurgiens qui sont là pour ça, pour ces genres d'opérations. En l'occurrence, monsieur le docteur Mian Pika qui est avec nous et qui évolue au niveau de l'hôpital de Luandili. Bon, il y a une autre question, mais c'est là, je crois que je l'ai déjà posée. C'est par rapport aux différentes opérations et tout. Je pense que c'est là, on l'a déjà posé, mais on va revenir sur le problème du foie. D'accord. On va revenir sur le problème du foie. Alors, quand on a un problème avec son foie et que les symptômes que vous venez de dire là, que voilà ce qui se constate. Aujourd'hui, il est arrivé en échangeant avec un médecin dire qu'il y a par exemple la prise de certains médicaments qui peuvent toucher le foie. À quel moment cela peut se présenter un danger pour un enfant et qu'est-ce qu'on va commencer à constater et quels sont les produits qui peuvent faire de sorte que le foie d'un enfant devienne fragile, sinon que touché par un. D'accord. Bon, effectivement, les enfants, déjà, je vous ai dit tout à l'heure que la différence entre l'enfant et l'adulte, c'est que l'enfant, quand il naît, surtout chez les nouveaux-nés ou les nourrissons, c'est des enfants qui ont les organes, certains organes ne sont pas encore assez développés. Donc même le foie qui joue un rôle très important pour l'organisme, parce que quand nous mangeons, les aliments ils passent par le foie, et même les médicaments passent par le foie, pour le métabolisme on appelle ça, donc pour que ces médicaments-là deviennent actifs ou encore les aliments que nous mangeons. D'où l'intérêt de cet organe pour notre corps humain. Mais chez l'enfant, cet organe n'étant pas assez mature, donc n'étant pas assez développé, il est souvent exposé aux infections ou encore à certaines agressions qui peuvent être d'origine médicamenteuse. Voilà. Et un des médicaments qui est plus connu, qui provoque les atteintes du foie, c'est le paracétamol. Ça paraît banal, pourtant c'est le médicament qu'on consomme le plus, mais c'est un médicament qui est très dangereux pour le foie, qui à tout moment, si il est donné à des doses très élevées, mais peut toucher le foie de l'enfant et faire à ce qu'il développe ce qu'on appelle une hépatite médicamenteuse, donc une infection du foie d'origine, inflammation du foie d'origine médicamenteuse. Voilà. Alors, oui, allez-y. Mais à ce stade, mais pour ces médicaments, il y a certaines maladies du foie qui nécessitent qu'un traitement médical. Ça, c'est suivi par les pédiatres en général. Okay. Maintenant, il y en a d'autres, comme je vous dis, quand c'est une malformation du foie, ça, c'est moi qui interviens. Et pour savoir que c'est une malformation du foie, les parents sont obligés de consulter à l'hôpital et il y a des examens qui doivent être faits qui vont permettre au médecin que je suis, avec sur le plan clinique, quand on examine l'enfant, les signes que l'enfant présente et certains examens tels que les échographies, encore les scanners qui peuvent être réalisés, qui vont permettre de savoir est-ce que c'est dû à une malformation du foie ou encore c'est plus un problème en rapport avec une infection. En rapport avec l'infection, on va quand même continuer en prenant la question. Bonjour et merci à l'émission Maxi Reflex. Mon bébé
est né avec une malformation au niveau de l'anus, est-ce que on peut opérer? Parce que, waouh, c'est chaud. Je pense que c'est un parent qui est... On peut sentir l'émotion dans... Waouh. Est-ce qu'on peut opérer son enfant? Est-ce qu'on peut opérer, je ne sais pas la malformation, c'est comme il dit, au niveau de l'anus, bon, je ne sais pas quel type de malformation. Si vous pouvez revenir, préciser, il y a quel type de malformation au niveau de l'anus de votre enfant, et vous voulez savoir si on peut opérer. Mais voilà. Déjà, monsieur Tech, je vais, parce que je comprends à peu près, parce qu'il y a une malformation qui est fréquente, qui inquiète souvent tout le monde, on appelle ça les enfants qui naissent avec des perforations anales. C'est-à-dire que, voilà. Absence d'anus. Oui, voilà. Je pense que c'est là la question. Peut-être qu'il y a autre chose. Peut-être que la personne nous apportera plus de précision. Mais ça doit être ça. Il y a des enfants qui naissent avec une absence d'anus. Et récemment, j'ai été appelé par une de mes collègues, qui est chirurgienne pédiatre comme moi, qui est à Brazzaville, parce qu'elle avait reçu un enfant qui avait été évacué depuis l'hôpital à Cissé jusqu'à Brazzaville, pensant qu'il n'y avait pas de chirurgien pédiatre à Pointe-Noire. Alors qu'il y a un qui est là. Mais ce qui est déplorable, c'est que ces enfants-là, parce que vous recevez un nouveau-né qui n'a pas d'anus, qu'est-ce qui va se passer? Que les selles, donc les cacas, si vous voulez, ils vont s'accumuler dans l'abdomen, dans le ventre, dans les intestins, et le ventre de leur va prendre du volume, et c'est très toxique. Parce que ça, rien que ça pardonne pas, l'enfant va mourir à cause de ça. Et donc, du coup, heureusement qu'elle a pu vite opérer l'enfant, et l'enfant est en vie aujourd'hui. Mais ce que je vais dire à la population ponténégrine, en particulier, c'est que à partir de maintenant, il y a un chirurgien pédiatre, un spécialiste des enfants. Donc moi, entre autres, dans mes domaines, il y a vraiment la prise en charge des malformations des enfants. Donc toutes ces malformations-là, je les traite. Donc ils doivent savoir que ces enfants-là, et bien évidemment qu'ils ont le droit à la vie comme tout enfant, ils doivent bénéficier d'une prise en charge et ils peuvent être opérés sans problème. Et quand c'est comme ça, pour ces enfants-là, c'est une malformation congénitale, c'est ça? Oui. Alors, en ce moment-là, pour ces enfants-là, quel est le temps qu'on peut donner à cet enfant si rien n'est fait le plus vite possible? Quel est le temps qu'on peut donner à cet enfant? C'est en combien de temps il faut, après avoir constaté cela, combien de temps après qu'il faut chercher à ce que le cas soit résolu? Alors, c'est parce qu'en général, dès que l'enfant naît, dès la naissance, on le constate. Parce que ce soit les infirmières, donc les sages-femmes lors de l'accouchement, ou les parents, dès que l'enfant naît, ils savent qu'il faut toujours faire sur l'enfant à l'anus ou non. Dès le début, ils le constatent. Mais aussitôt constaté, donc le même jour que l'enfant, on a remarqué que l'enfant n'a pas d'anus, aussitôt il faut informer les chirurgiens pédiatres qu'il doit s'arranger à l'opérer dans un plus bref délai, c'est-à-dire que le premier jour, au maximum le deuxième jour. Parce qu'au-delà de ces jours, donc à partir même du troisième jour, l'enfant peut mourir. Parce que il n'y a pas une date précise, mais en général, il peut passer, il ne bénéficie pas d'un traitement, rarement il va dépasser 5 jours. Bonjour Tech, bonjour à vous aussi. J'ai un enfant qui avait avalé une lame. Est-ce que ça doit nécessiter une opération? Voilà. On ne sait pas quel type de lame. Le problème, c'est parce qu'il n'y a pas de précision. Voilà. S'il vous plaît, chers téléspectateurs, quand vous posez des questions, essayez d'être un peu plus précis. Comme ça va nous aider, nous, sur le plateau, surtout le docteur, qui va essayer de donner des réponses pour vous. Voilà. Pour cet enfant qui... sans doute, bon, les enfants, des billes et autres, si c'est une lame, on ne sait pas quel type de lame, mais c'est quoi le danger en ce moment-là et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà. Et, les parents, ils ont raison de poser toutes ces questions-là parce que c'est fréquent. Les enfants, ils sont passés sages, donc du coup, ils ne font pas attention à certains détails. Et donc, ils sont animés parfois par une volonté qu'on ne peut pas savoir. Et les enfants sont capables d'ingérer tout. On appelle ça des ingestions accidentelles. Ça peut être une pièce de monnaie, ça peut être une pointe, c'est fréquent, on l'a déjà vu. Ça peut être une lame, comme il a dit d'ailleurs. Mais la conduite à tenir, donc, ce qu'il faut faire dépend de l'objet que l'enfant a avalé. Quand c'est une pièce de monnaie, en général, on fait rire, parce qu'on va attendre que l'enfant puisse évacuer. Sauf si c'est une grosse pièce de monnaie et qui, si on se rend compte qu'il arrive au niveau, par exemple, de l'intestin, et que l'intestin de l'enfant il est assez petit par rapport à son âge, parce que ça dépend de l'âge. Ça peut bloquer. Ça peut bloquer, ça arrive. Parce que si la pièce elle est, par exemple, en position transversale, on appelle ça, donc dans cette position, ça vient bloquer les selles. Mais on se rend compte après un certain délai que ça ne passe toujours pas, parce qu'on laisse toujours la chance pour voir si ça peut s'évacuer seul. Ça ne passe toujours pas. À ce moment, on peut être obligé à ramener à opérer. Mais sinon, il y en a d'autres. Par exemple, on est obligé d'opérer le plus tôt possible pour éviter les complications. C'est que quand c'est un objet tranchant, par exemple une pointe ou encore une aiguille, par exemple, ça dépend, c'est au cas par cas.
Alors, prenons le cas disons que c'est une aiguille que l'enfant a avalée accidentellement. Nous savons que l'aiguille ne peut pas facilement circuler peut-être dans les intestins et elle peut aller se bloquer quelque part, perforer. Voilà. C'est quoi le danger en ce moment-là et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que nous savons, beaucoup de parents disent non, il a avalé ceci, bon, on va attendre que ça s'évacue et parfois on ne veille pas si ça a été évacué en ce moment-là. Et c'est quelques jours après, on ressent. Qu'est-ce qui peut se passer en ce moment-là? Dans le cas d'une aiguille. Voilà. Pour une aiguille, parce que ça c'est important parce que l'aiguille c'est ce qu'il y a de plus dangereux d'ailleurs. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres. Ce qu'il faut faire, c'est quand il remarque que l'enfant a avalé un objet qui est tranchant. Quand je précise le mot tranchant, pourquoi? Parce que tranchant, ça veut dire quoi? Ça peut provoquer à ce que dans le ventre, un intestin peut se perforer. Une partie d'un organe peut se perforer et donner ce qu'on appelle une péritonite. Ça veut dire une infection de tout le ventre. C'est ça la complication majeure d'ailleurs. Et donc si c'est une aiguille, mais c'est mieux de consulter. Pourquoi? Parce que évidemment que si nous on le reçoit à l'hôpital, on ne va pas d'emblée dire qu'on va l'opérer. C'est pas ça le principe. Le principe c'est quoi? L'enfant doit être sauvé dans un milieu approprié. À l'hôpital, comme ça, il y a une surveillance stricte et rigoureuse de l'enfant. Comme ça, on va voir comment ça va évoluer. Et comment on sait que ça évolue bien ou non? C'est en faisant des radios répétitives. Voilà, ça nous permet de voir si c'est un objet qui est visible à la radio. On voit la radio, on peut savoir si ça évolue bien, est-ce que l'organisme aérien va évacuer. Parce que si la pointe elle est dans cette position, évidemment ça peut passer. Et le faire sortir, ça arrive. Voilà. Non, par contre, c'est quand ça se retrouve de manière transversale, comme je l'ai dit, de travers comme ça, c'est là où c'est dangereux parce que ça peut perforer les intestins à tout moment. Les intestins. Voilà. Et là, c'est là où il y a le vrai danger pour... Le vrai danger à ce niveau. Ah d'accord. Alors, docteur, pendant qu'on en parle, c'est vrai, votre spécialité, vous avez d'entrée de jeu fait mention de certaines déformations qui nécessitent pour certains soit des plâtres ou encore la rééducation. Quels sont les cas que nous constatons fréquemment? Vous savez qu'on parlerait peut-être des jambes arquées, mais ça peut être dû à quoi? Et quelles sont les conséquences si ce n'est pas pris à temps? On ne peut pas que ça ne soit pas opéré à temps. Parce que pour d'autres, ils se disent, bon, c'est comme ça, quand l'enfant va grandir, ça peut s'arranger. Est-ce que c'est possible que ça s'arrange avec le temps? Surtout pour un enfant qui a des jambes soit arquées, ou encore la planche des pieds qui est tordue. Voilà. Parce que c'est des cas qui sont souvent fréquents. Alors, ces enfants, les parents, la majorité des parents le constatent au cours de la marche. C'est-à-dire que lorsque l'enfant va commencer à marcher, c'est là où ils se rendent compte que l'enfant a un problème au niveau de la marche. Ça veut dire qu'ils vont se rendre compte que l'enfant a un retard de marche, il n'arrive pas à marcher à temps comme les autres enfants. Au cas contraire, l'enfant marche, mais il marche en boitillant, voilà, ou encore il traîne un pied. Mais bon, dès qu'ils constatent ça, ils doivent venir à l'hôpital. Parce qu'il y a des malformations qui, si ce n'est pas sévère, ça peut se corriger. Mais on n'est toujours pas sûr à 100%. Par contre, si c'est très sévère, mais croyez-moi, ça ne va jamais se corriger. D'où l'intérêt pour nous d'intervenir pour que l'enfant puisse bénéficier d'un traitement adéquat. Maintenant, parmi les malformations qui sont le plus couramment rencontrées, ce qu'on appelle pas des pieds beaux. Des pieds beaux, comme je vous dis, c'est des enfants qui naissent avec des pieds qui sont déformés comme ça. Et ces pieds-là qui sont déformés, mais ça, depuis la naissance, les parents ils le constatent. Dès la naissance, ils se rendent compte que l'enfant a des pieds déformés. Maintenant, le problème, c'est que certains parents, soit dans l'ignorance ou encore mal conseillés par les autres, vont dire non, il n'y a rien de grave, c'est parce que dans le ventre, l'enfant était mal positionné, donc ça peut s'arranger. Mais ce que je peux leur dire, c'est que c'est toujours mieux de venir consulter les médecins que nous sommes. Comme ça, par rapport à la sévérité de la maladie, par rapport au type de maladie, on peut leur dire si l'enfant doit bénéficier d'un traitement par des plâtres ou encore d'une rééducation d'emblée, ou encore qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, docteur, il y a une préoccupation d'un téléspectateur, sans doute, une préoccupation. Il a utilisé les mots que je ne peux pas lire, d'accord, que je ne peux pas lire. Je vais essayer d'orienter. Ils ont une nièce, donc dans la famille, une petite fille qui a à peine 7 ans. Une petite fille de 7 ans, mais on constate que, je ne vais peut-être pas dire les mots, mais si c'est la bonne expression, en quelque sorte comme une... en médecine, on appelle des fistules. C'est comme si... un trou au niveau... Voilà, c'est comme s'il y avait au niveau de son appareil génital, comme si c'était des excréments qui sortent aussi par là. D'accord. Donc voilà. Donc si je comprends, c'est ça la préoccupation. C'est vrai qu'il a utilisé les mots qui sont un peu trop forts, mais c'est ça la préoccupation. Est-ce que ça peut faire l'objet de vos interventions à vous et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là?
Effectivement, ça fait partie des anomalies ou encore des problèmes qu'on peut rencontrer chez les enfants. Okay? Donc déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que si cet enfant est né avec, ça veut dire qu'il avait, ce qu'on a dit tout à l'heure, une forme d'imperforation anale. Ça existe chez certains enfants. C'est-à-dire qu'on appelle ça une imperforation anale, mais son anus est perforé, mais sauf que le trou il est tout petit. Ou encore il est mal positionné. Mais les parents, parce que les selles sortent normalement, ils ne se sont pas rendus compte depuis la naissance. Et comme ils ont dit qu'il y a un petit trou, il y a comme une communication qui existe entre l'appareil génital et le rectum, là où se trouvent les selles de l'enfant. Okay. Voilà, ce qui fait que les selles vont continuer à passer. Maintenant, ce que ça va donner, c'est des infections urinaires ou urogénitales à répétition. Parce que les selles qui se retrouvent au niveau de l'appareil génital, c'est pas normal. Et ça va lui donner des infections tout le temps. Et là, quand l'enfant est petit, ça peut passer un peu inaperçu, mais plus l'enfant va grandir, plus ça devient gênant pour l'enfant. Voilà. Donc ce qu'il doit faire, c'est consulter à l'hôpital. Il y a des examens effectivement, il y a des examens qui doivent être faits pour confirmer cela, savoir de quel type d'anomalie il s'agit et si c'est une opération, mais il y a des opérations qui existent. Voilà, donc je pense que vous avez, si vous avez posé cette question, c'est parce que vous êtes en train de suivre sans doute et vous avez la réponse à votre question. Pour les autres, c'est comme je l'ai dit tantôt, les numéros sont affichés, vous pouvez toujours nous faire signe ou encore poser vos questions, vous envoyez vos questions et le médecin sera en mesure de vous donner les réponses quand il le peut. Alors, docteur, la chirurgie pédiatrique, s'il y avait un message particulier dans le domaine que vous êtes à lancer, prenons le cas à l'endroit des autorités, quel est le message par rapport aux différents cas qu'on peut avoir et qu'il y a moins de spécialistes, surtout, ça il faut le signer. Quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit des autorités? Parce que si, je comprends bien, si au niveau de Pointe-Noire, un chirurgien pédiatrique, donc un spécialiste dans ce domaine, je crois savoir que vous êtes seul au niveau de Pointe-Noire. Oui, je suis le seul pour le et vous évoluez au niveau de l'hôpital de Loadili. Mais beaucoup de patients, puisqu'il y a beaucoup de grands hôpitaux au niveau de Pointe-Noire, on les amène aussi dans d'autres centres, parfois où il n'y a pas il n'y a pas de chirurgien pédiatrique, donc un spécialiste du domaine. Ce qui peut être, quand on peut tomber sur la naïveté de certaines personnes, traiter ce qu'ils ne sont pas en mesure de faire. Alors, quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit des autorités, ou encore, d'abord des autorités, et peut-être avec les parents, puisqu'on parle des enfants? Bon, moi, le message que je lance à l'endroit des autorités, c'est plus de nous accompagner. De nous accompagner dans le cadre de ce que nous faisons. Vous voyez, nous sommes des médecins. En réalité, notre métier, ce que nous avons choisi, c'est plus pour apporter un bien-être à la population. Et donc, nous avons grandement besoin d'avoir non seulement la confiance de la population, sinon ça ne sert à rien de faire ce travail, mais d'un autre côté, il faudrait que les autorités politiques puissent nous accompagner dans ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, dans mon travail, je peux opérer, par exemple, les malades, notamment les petits-enfants, mais il est important que je puisse avoir un plateau technique qui est très adéquat, surtout les services comme la réanimation. Okay? Et ce qui fait parfois défaut parce que quand vous avez un nouveau-né qui a une maladie, il n'y a pas que les imperforations anales, il y en a d'autres, on appelle ça des malformations. Soit les parents n'ont pas assez de moyens pour subvenir à tout ce qui est demandé à l'hôpital pour que l'enfant soit pris en charge. Au cas contraire, mais vous n'avez pas un service de réanimation adéquat pour ces enfants, notamment les cas de nouveau-nés, on appelle ça la réanimation néonatale. Et nous, les chirurgiens, nous sommes totalement dépendants de la réanimation, et donc parfois ça nous met aussi en difficulté. D'où l'intérêt pour les autorités politiques de nous accompagner dans ce sens. C'est-à-dire que les hôpitaux publics qui sont sur place, mais qu'ils essaient de faire en sorte que les conditions de travail soient assez réunies pour que nous puissions mettre en pratique ce que nous avons appris. Okay? Maintenant, pour la population, ce que je peux leur dire, mais bon, c'est déjà d'apprendre à nous faire confiance. Je sais que ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de bavures, ça je l'avoue. Même moi, en tant que médecin, il y a des choses parfois on vit à l'hôpital qui sont parfois déplorables. Ça, c'est sûr. Mais, quoi qu'il en soit, nous, de notre côté, nous faisons un effort pour essayer d'améliorer les conditions, notamment à la prise en charge des malades, et d'essayer de leur apporter au quotidien un confort et un bien-être. Essayer de leur apporter un confort et un bien-être, c'est sans la dire donc du docteur Nyampika, que vous avez suivi tout à l'heure avec moi. Nous nous acheminons vers la fin de cette émission, mais il y a quelques sujets sans doute qu'on voudrait aussi essayer de toucher, pour peut-être pas
les épuiser aujourd'hui, mais une très prochaine occasion, arriver à le faire. Alors, docteur, il y a des jumeaux. Prenons le cas des jumeaux. Des jumeaux, donc quand ils viennent au monde, c'est des cas qu'on a peut-être vus ailleurs, souvent, mais ici aussi ça se fait. C'est-à-dire que je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle en termes médicaux, qui sont carrément collés. On appelle ça des bébés siamois. Les bébés siamois. Voilà. Alors, quand il y a un cas comme ça, c'est vrai que pour certains, c'est soit au niveau de la tête, ça peut être au niveau du thorax, ou comment. Prenons votre cas, à vous, votre spécialité, au niveau du thorax et les membres. Si vous avez un cas comme ça, ici chez nous au Congo, prenons le cas de Pointe-Noire où vous êtes seul, dans un domaine pareil, des jumeaux qui naissent et avec une malformation pareille, c'est-à-dire que, est-ce que les parents peuvent se dire que rien n'est encore perdu? Bon, déjà, ce que je peux dire aux parents pour ce genre de cas, la prise en charge de ces enfants dépendra de beaucoup de paramètres. Tout d'abord, le type de malformation qu'ils présentent. Parce qu'on dit bébé siamois, ça veut dire quoi? C'est juste deux enfants qui sont collés. Mais collés là, ça dépend. Ça peut être soit au niveau de la tête, ça peut être soit au niveau du ventre ou encore au niveau des membres. Mais il y en a d'autres où c'est deux bébés sont carrément collés et non que deux membres. Là, souvent, c'est assez délicat. Parce que même si vous les séparez, par exemple, donc ça c'est pas possible. Et donc c'est au cas par cas, ça dépend. Et donc en général, ce qu'on fait, mais c'est toujours important d'arriver à l'hôpital pour qu'on fasse un bilan global de l'enfant pour savoir quels sont les organes qui sont collés et quels sont les organes qui ne sont pas collés. Si on a la chance que ces enfants-là puissent avoir des organes qui sont bien distincts, ça veut dire quoi? Ils ont deux foies, ils ont deux reins, par exemple, là, on peut les séparer parce que chaque enfant va bénéficier, pourra survivre avec ces organes qui sont bien spécifiques. Donc c'est au cas par cas. C'est toujours important de consulter à l'hôpital pour qu'on sache ce qu'il faut faire exactement. Voilà, merci beaucoup docteur Bianpika. On va sans doute se quitter sur ce plateau, mais est-ce que vous avez un mot de fin ou peut-être un cri de cœur à lancer et aussi peut-être une information particulière que nous n'avons pas pu aborder au cours de notre entretien, que vous voulez mettre à la disposition du grand public? Oui, mais donc en tout cas, nous avons donc, moi personnellement j'ai l'occasion de passer sur un plateau de télévision Pointe-Noire, et donc c'est une occasion pour moi donc d'attirer l'attention de la population ponténégrine en particulier et en général de la population congolaise, pour qu'ils sachent qu'ils doivent arrêter dorénavant de consulter parfois des charlatans qui les orientent parfois mal ou encore qui font du n'importe quoi sur les enfants. Parce que alors qu'il y a des spécialistes qui sont là, dans mon domaine, moi je suis là, et dans d'autres domaines, il y a les autres bien sûr. Et toutefois qu'ils ont un souci chez l'enfant, peu importe le type de souci, il y en a peut-être d'autres questions qu'on n'a pas pu évoquer, puisque le temps n'est pas assez conséquent, et ils doivent venir à l'hôpital. Ils doivent venir, et c'est à nous de leur dire qu'est-ce que les enfants doivent bénéficier comme prise en charge. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes dans des hôpitaux publics, nous sommes ouverts au grand public. Okay? Ils ne doivent jamais hésiter. Et quand même, ils n'ont pas les moyens pour se faire. Parce qu'il y a aussi ça qui pose problème. Oui, parfois on se dit, bon, mais je n'ai pas d'argent. J'en ai déjà vu, peut-être que les enfants qui naissent par les imperforations anales et tout ça, on leur fait une malformation congénitale. Les parents, ils ont peur parce qu'ils disent que ça va coûter cher. Non. Moi, je travaille dans un hôpital public. Le volet social joue un rôle très important, primaire et secondaire. Il y a ce qu'on appelle par le service social qui existe à Pointe-Noire. On en a déjà eu, on a déjà travaillé avec eux. Ils ont aidé pour la prise en charge de certains enfants. Donc, à toute fois, ils sont disposés. Donc, les parents, ils doivent consulter. Quand il y a un problème, ils ne doivent pas hésiter. Voilà. Merci beaucoup, docteur Bianpika, avec qui nous avons parlé de la chirurgie pédiatrique. Et vous avez entendu plusieurs mots dont souffrent surtout nos enfants, mais nous sommes soit ignorants ou encore nous n'avons pas le courage de les emmener à une consultation. Il y a des cas qui sont difficiles, mais il y a un spécialiste et, comme il a su le dire, pour l'heure à Pointe-Noire, il est seul spécialiste de la chirurgie pédiatrique et il évolue au niveau de l'hôpital de Loandjili. N'hésitez pas à prendre attache, aller et chercher à comprendre de quoi souffre votre enfant. Nous avons évoqué pas mal de cas, pas mal de maladies, pas mal des mots. Eh bien, si au regard de ce qu'on a évoqué, vous ne vous retrouvez pas, il y a autre chose. La meilleure des façons, c'est aller se faire consulter. Voilà. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis sur la TVPN, la Télé Congo Pointe-Noire, et ceux qui nous ont suivis
en ligne. Vous êtes nombreux sans doute à nous suivre aussi sur Facebook, en direct sur Facebook. Merci à toute l'équipe technique, merci à Nathan, merci à la direction de Télé-Gonda qui est chapeautée par Nadège Irma Ikama, et merci au programme de Télé Congo au Pointe-Noire. Je vous retrouve donc le samedi prochain, même chaîne, même heure, et avec le même plaisir sans doute pour un nouveau thème. Merci, au revoir.